Jugez par rapport à la manière dont vous vous occupez de ces enfants. Et moi, je voudrais que les enfants de la femme dont aujourd'hui je suis le mari, c'est-à-dire la famille communicationnelle, je puisse d'abord garantir le devenir meilleur de ces enfants-là. Et en ce moment-là, je pense que le départ risque d'être mal compris, mal interprété, mais à la longue, je pense que d'abord les hommes et les femmes des médias seront les bénéficiaires, parce que eux et moi, parce que nous avons aujourd'hui le ministère, il n'est pas seulement de l'information de la presse, mais en plus, il a la communication nationale. Oui. Et cette communication doit être à la dimension de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que j'insiste sur la qualité. Oui, monsieur le ministre, tout ça c'est bien bon. Est-ce que cet assainissement ne vise pas à faire taire les médias de l'opposition ou à museler l'opposition dans la presse? Est-ce que cette liberté d'expression à laquelle vous faites allusion, elle est vraiment indépendante? Tout le monde peut s'exprimer sur les affaires du pays sans qu'il ne soit intimidé demain? Nous avons une constitution. Et cette constitution garantit la liberté d'expression, la liberté des mouvements de tout citoyen congolais. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que je me pose une question. Qu'est-ce qu'on entend par la presse de l'opposition? Je ne pense pas qu'aujourd'hui au Congo, il y a un parti politique qui a une chaîne de télévision ou une station radio. Parce que les chaînes de télévision ont poussé comme des champignons dans cette ville. Ce sont les hommes politiques qui, du jour au lendemain, parce qu'ils ont un peu d'argent, ont commencé à ouvrir en désordre les chaînes de télévision, les stations de radio, voire même avoir la presse écrite. Mais maintenant, nous voulons faire du bon travail, parce que le journaliste, lorsqu'il doit critiquer, le journaliste, lorsqu'il doit analyser, lorsqu'il doit décortiquer quelque chose, ce journaliste doit être en mesure de bien accomplir son travail. Donc, aujourd'hui, les journalistes ne doivent plus être un fanatique. Il faudra que lorsqu'un journaliste livre une information pour critiquer un homme politique, il faudra que nous arrivons à ce que l'homme politique commence à avoir peur de la presse. Aujourd'hui, on est en train de manipuler les hommes et les femmes des médias. Aujourd'hui, on a paupérisé cette profession noble. N'oubliez pas que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et un pouvoir doit toujours être entretenu. Un pouvoir doit être organisé. Voici la raison pour laquelle, lorsqu'on dit qu'on veut museler l'opposition, qu'est-ce qu'on entend par là? Mais nous avons des structures, nous avons des institutions, là où l'opposition peut s'exprimer. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons les Sénats, et bientôt nous allons avoir... Y compris les médias aussi. Mais j'arrive. Voilà. Tout ce que nous faisons, tout ce que ce soit pouvoir, que ce soit opposition, tous nous exprimons par les médias. Donc, il y a ceux qui disent que oui, mais monsieur le ministre, il faut commencer par mettre de l'ordre dans les médias d'État, c'est-à-dire la RTNC. Mais j'ai aussi un programme pour la restructuration de la RTNC. Aujourd'hui, la RTNC devra jouer son rôle de la neutralité. Il faudra que les leaders de l'opposition passent aussi si les antennes de la RTNC puissent s'exprimer. Mais c'est comme si on a tendance à tout politiser. Je ne connais aucun média de l'opposition. Ça n'existe pas. Ce sont les hommes politiques qui ont créé. Voilà. Cher confrère, Jean-Marie Kassamba, vous évoluez à l'étranger depuis une vingtaine d'années dans la profession. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot d'un journaliste congolais et connaissant très bien la déontologie, que doit être un journaliste congolais? Moi, je pense que le plus important dans notre métier, c'est d'abord de mieux connaître son travail. De le faire en respectant la déontologie et un minimum des critères de base. Parce que, comme le disait tout à l'heure le ministre, je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, mais globalement... Mais c'est votre droit, c'est aussi ça, c'est là la liberté d'expression. Mais un journaliste doit d'abord maîtriser ce qu'il fait. Dans ce pays, il manque un certain nombre de journalistes. Journalistes d'investigation, les journalistes spécialisés, les journalistes avec une culture générale beaucoup plus installée. Pourquoi? Parce que les gens veulent aller trop vite. Or, pour qu'une presse soit respectée, il faut que cette presse se donne le moyen et ait des ressources humaines beaucoup plus compétentes. Quel est le portrait robot aujourd'hui? Je vais peut-être caricaturer comme excuse. C'est globalement, il y a beaucoup de bonnes factures, il y a des grandes signatures dans ce pays. Après, vous êtes là, il y a l'équipe Ambichintois, il y a les autres, le Win Kalena, etc. Mais il y a d'autres également qui se laissent aller à la facilité, qui pensent qu'on peut être généraliste et ne pas maîtriser un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire, un jour, on est journaliste sportif, demain, on est culturel, après-demain, on est politique, et
toute conférence de presse est bonne à couvrir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous qui évoluons à l'étranger, qu'est-ce que l'on constate? Vous prenez un média comme Le Figaro. On sait que c'est un média des droites. Mais on ne va pas mettre quelqu'un du Figaro en prison parce qu'il a parlé du mal d'un homme politique des gauches. Vous prenez Fox News, on sait que c'est républicain aux États-Unis, mais les démocrates aussi, on en parle dans Fox News. Mais dans ce média, il y a des spécialistes, des éditorialistes qui arrivent à analyser des choses avec pertinence. Watergate aux États-Unis, c'était un journaliste qui a découvert que le président des États-Unis ou son administration était de mèche avec l'État iranien par rapport à la vente d'armes, etc. Et ce président a eu des problèmes. En France, si vous vous rappelez bien, on a parlé des écoutes de François Mitterrand, etc. Et parmi les gens qui étaient écoutés, il y avait des journalistes. C'est pas parce qu'on voulait brimer ces journalistes, c'est aussi parce que ces journalistes étaient pertinents. Et Duplenel, par exemple, qui était au Monde, grande facture, grande signature de la presse. Il publie les livres, il publie des articles qui font mouche, etc. Pierre Payan, pour en citer que lui, bon journaliste d'investigation. Il faut qu'au Congo qu'il y ait des journalistes qui arrivent à faire peur, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, pas parce qu'ils diffament, mais parce qu'ils présentent des dossiers pertinents avec des éléments à l'appui. Je vous donne un exemple pour terminer. En ce moment, on parle de plein de dossiers. KMA, les contrats miniers, on parle de la corruption pendant les élections. On ne voit pas des journalistes qui arrivent, qui disent, voilà, moi j'ai fait une contre-enquête, voilà ce que j'ai constaté. Il y a c'est là. Et voilà, cette personne est au gouvernement, à l'État de prendre ses responsabilités. À partir de ce moment-là, on respecte les journalistes. Mais si vous avez avec de la spéculation, vous ramassez une information dans la rue, place Victoire, par les jeunes qui viennent gentiment avec des photocopies, et vous en faites une brève, demain vous titrez « Voici les secrets de l'attentat contre le premier Sekizenga ». Vous n'avez même pas été là, vous n'avez même pas de vérifier l'information. C'est pas crédible. C'est pas crédible. C'est pas crédible par rapport aux Congolais eux-mêmes, mais également par rapport aux autres journalistes qui sont chez nous, qui nous regardent, des correspondants de presse, qui aujourd'hui ne se réfèrent pas à leurs confrères locaux pour avoir de l'information, mais préfèrent aller dans les ambassades, discuter avec les ministres autour d'un verre de bière. Monsieur le ministre, il est évident que l'actualité dans notre pays reste encore dominée par les affrontements armés du 22-23 mars dernier. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde qui nous regarde se pose la question, le bilan n'est toujours pas connu. Est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, les gouvernements est capable de nous dire exactement combien de morts il y a eu, combien de blessés? Est-ce qu'il y a un travail s'est fait à ces niveaux, au niveau du gouvernement? Oui, je pense que dans la réunion du gouvernement du 24 mars, il a été instruit, certains de mes collègues, de telle sorte à ce que nous puissions faire diligence pour répertorier, inventorier, excusez-moi les termes, en termes humains on ne les dit pas, mais il fallait qu'on puisse faire ce qu'on appelle un état des lieux. Et mon collègue des affaires sociales et celui de l'action humanitaire ont été dépêchés pour qu'ils se rendent dans des hôpitaux, et celui de la santé, hein, oui, qu'ils se rendent dans des hôpitaux, qu'ils voient la situation exacte. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dénombré 135 morts. 135 morts, y compris les blessés qui étaient admis, puisque le jour où on s'est réunis, on était à peu près à 60 morts. Et on est arrivé à 135 morts, mais il y a encore des blessés qui sont dans des hôpitaux. Et je peux vous dire que le gouvernement assiste ces personnes-là, parce que ce soit la présidence de la République par le biais de Madame la conseillère principale en charge du social auprès du chef de l'État, que ce soit les ministres des Affaires sociales, que ce soit même le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, donc tous, ils ont reçu pour mission d'aller dans des hôpitaux, d'aller dans des familles qui ont été affligées. Donc je suis compatissant avec ceux qui sont à l'hôpital pour le moment, et je présente encore mes condoléances
condoléances à ceux qui ont perdu les leurs. Et vous avez suivi tout autour de cette situation, on a extrapolé. Il y a ceux qui se sont permis le luxe de déclarer facilement comme ça qu'il y aurait entre 200 et 500 morts. Mais vous connaissez la ville de Kinshasa comme moi. Nous connaissons il y a combien de morgues. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui à Kinshasa s'il y avait 500 morts, on les aurait gardés où? Et ceux qui sont dans les morgues, ils se seraient tués. Donc, vous voyez, c'est pour cela, comme vient de le dire M. Kassamba, vous voyez, excusez-moi, je vais pas le flatter, puisqu'il a dit, il y a des points où il n'est pas d'accord avec moi. Mais on sent le professionnalisme. C'est ce qu'il faut. Je crois qu'il a dit quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire, dans la famille communicationnelle, nous devons avoir les journalistes spécialisés, les journalistes d'investigation. Mais il faudra ce qu'aujourd'hui, vous, de la presse, vous alliez pour faire des enquêtes, que vous alliez vous renseigner. Je peux citer en gros comme ça. Nous avons la plus grosse morgue que nous avons, c'est l'hôpital de référence, l'hôpital général de Kinshasa. Nous avons la morgue de l'hôpital Bondeko. Nous avons la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. Nous avons... J'arrive, je vais pas le grandeur. Nous avons la morgue de l'hôpital des cliniques Ngaliema, nous avons la morgue de l'hôpital de Kitambo, nous avons la morgue de cliniques universitaires. Voici en gros ce que nous avons comme morgue à Kinshasa. Mais lorsque vous passez dans tous ces endroits-là, vous n'allez pas retrouver 500 morts. Donc, il faut faire très attention. Il ne faudrait pas qu'on puisse alarmer toute une population. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous préoccuper des 60 millions de Congolaises et des Congolais. Il faudrait que nous puissions nous poser la question, quoi faire pour que ces hommes et ces femmes puissent reprendre la dignité qui est la leur. C'est ça la mission du gouvernement. C'est ça les programmes du gouvernement. Parce que le président de la République a dit, nous devons reconstruire un Congo qui soit uni, fort et prospère. Donc, c'est tout un programme. Je peux même vous dire que lorsque vous prenez l'hymne national de la République démocratique du Congo, c'est tout un programme. C'est un grand message, c'est tout un programme. C'est pour vous dire que le gouvernement, c'est un gouvernement responsable. Si on a cru qu'on a affaire à un gouvernement pléthorique et des amateurs, je crois qu'on est tenté de se tromper. Est-ce que vous êtes de l'avis du ministre que le gouvernement a géré avec responsabilité ces dossiers? Il faut quand même les comprendre. Hein. Ils viennent d'arriver, un pays dégarni, avec des difficultés notamment sur le plan financier et matériel. Oui. C'est une prouesse de faire. Le gouvernement a donné quand même des cercueils. Je veux dire, c'est une prouesse de voir ce qu'ils font. Je vous rappelle, moi j'ai vu en France, quand il y a eu la canicule en France, il y a eu à peu près 15 000 morts. Mais les hôpitaux étaient débordés. S'il vous plaît, on est en France. On trouvait dans les couloirs des hôpitaux des gens à même les sols. À même les sols. Vous allez en Grande-Bretagne aujourd'hui, dans les hôpitaux, il n'y a pas de soins appropriés. Je vous rappelle, quand Léonard Chekitounou a été agressé, il est resté, parce que moi j'étais avec lui, il est resté dans le couloir dans un hôpital londonien pendant 3 heures. Il était avant qu'on ne s'occupe de lui. S'il vous plaît, messieurs. Donc ce que nous vivons à Kinshasa, sous d'autres cieux, c'est aussi fréquent. Mais en Europe, c'est ça. En Angleterre... Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas payé la facture? Non, non, parce que les services efficients, il n'y a pas. C'est pas parce que c'est la Grande-Bretagne qui a autant de moyens. Mais ce n'est pas une excuse pour notre gouvernement. Non, je ne dis pas que ce n'est pas une excuse. Okay. Je dis tout simplement que toute proportion gardée, ce qui s'est passé ici mérite quand même d'être salué dans un pays dégarni, en déliquescence. Je n'excuse pas tout. Hein, il aurait peut-être. Qu'est-ce que vous déplorez? Parce que vous n'excusez pas tout. Je déplore peut-être une certaine synergie et une certaine solidarité.